vignette par la mairie de Libreville aux opérateurs économiques évoluant dans le domaine du transport urbain. Ce sera avec Euphrem Biyogo Edzo. Nous parlerons également de ces familles devenues sinistrées après le violent orage survenu hier dans la capitale, et à cet effet, on retrouvera à nouveau Euphrem Biyogo Edzo. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette principale édition d'information. Je vous l'annonçais en titre, ces nombreuses familles devenues des sans-abri à la suite d'un violent orage survenu hier dans la capitale gabonaise. Euphrem Biyogo Edzo pour le constat. J'étais avec les enfants sur la toiture. Quand le vent est passé, tout d'un coup, il a arraché toute la toiture. J'étais de l'autre côté, voilà les tôles qui sont là qu'on a enlevées. Et toutes les choses sont gaspillées. Les salons, les télévisions, les matelas, je peux dire presque beaucoup de choses qui se gaspillent. Beaucoup de choses. Et mon mari est là, c'est retraité déjà. Il est déjà retraité. Des dizaines de familles et autres sans-abri après le passage d'un violent orage qui s'est abattu sur Libreville. Partout dans la ville où nous avons baladé nos caméras, aucune partie n'a été épargnée. Sur les 6 arrondissements que compte la capitale gabonaise, 2 ont notamment enregistré le plus grand taux de destruction au nombre des bâtisses visitées. Plusieurs sont sans toiture. Le 2e et le 3e arrondissement comptent parmi les plus touchés. Tout d'un coup, je voyais quelque chose d'horrible, que je n'ai jamais vu dans ce monde. Un vent vraiment frugueux qui s'est passé chez moi. En fait, quand vous le constatez, moi-même j'ai failli mourir. J'étais là, je me suis dit que Dieu est en train de punir le Gabon. Dieu est puni au Gabon hier soir. Comme vous le constatez, tout le monde a constaté comme moi, et vous-même, vous le constatez aussi. Je ne sais pas quoi dire, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, pratiquement tout. À notre passage, des sinistrés n'avaient toujours pas où mettre de la tête. Nombreux sont ceux-là qui ont notamment passé la nuit à la Belle Étoile, couchés sur les matériaux de récupération, à l'image de ces vieillards qui a tout perdu. Toute la nuit, c'est là que j'ai dormi. C'était passé hier à partir de 4h jusqu'à 5h, 6h. Tout était dévacé, toutes ces maisons-là, il n'y a rien. Je suis vieux, qui va me donner le secours là, il n'y a rien. Je parle là pour rien. Je parle là pour rien. Je pleure là tout de suite. Je ne sais même pas où il faut aller. C'est tout. Ma maison est foutue, il n'y a rien à faire. Tu vois, tout est gaspillé. Les marchandises, tout. On n'a rien récupéré. Les locataires sont... Tous ceux qui sont dehors, vous voyez, tout le monde est dehors. On a dormi là. Ça, c'est mon lit. Ce spectacle que nous avons vu droit n'est nullement une fiction, mais demeure un phénomène naturel en cette période de l'année dans notre pays, car Dame Nature n'a pas encore dit son dernier mot. Il revient à tout un chacun de prendre ses précautions. Un orage qui a occasionné de nombreux dégâts, comme en témoignent ses compatriotes. À nouveau, au micro de Euphrem Biyogo Edzo. Apparemment, ce qui s'est passé, ça a commencé lorsque le temps commençait à menacer à partir de 13h. 14h, mais par là, j'étais juste en train de faire monter les parpaings. Derrière moi, j'entendais les bruits des casses. En maintenant, en me tournant, j'ai constaté qu'il y avait un gros, comment puis-je appeler ça? C'était un tourbillon. Le tourbillon a commencé, ça a tourné, on a vu, avec des éclairs du tonnerre, c'est passé au niveau de la tour, c'est revenu par Nkembo et c'est descendu vers chez nous. Les maisons ont commencé à partir. Et puis bon, ça c'est une chose donc je n'avais jamais vue, mais depuis que je suis né, mais dans ce pays, c'est la première fois que je vois ça. Et les gens croient dire que depuis que le dialogue là a eu lieu, et bon, et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ici déjà même pendant les émeutes, on a vu mais beaucoup de frères qu'on a battus ici. Mais c'est tout ça là, mais qui se passe aujourd'hui. Donc il n'y a que ce que je ne peux que dire, mais quand même, sincèrement, les gens ont tout perdu ici. Vraiment, comme hier là, c'était beaucoup de dégâts, c'est nous ici. Là même, il y a un autre frère qui s'est blessé à cause de tortures en haut là, les tasses là. Comme le manque, on a vu les tasses là, la tortue qui est venue là, on a fui pour la rentrer au garage là. Bon, il y a un frère là qui est rentré au garage, la tortue là qui a blessé. C'est à cause de ça que le vent là, il a pris tout le tortue là pour le mettre en bas là-bas. Alors le frère s'est blessé comment et où, à quel niveau? À quel niveau? Sur le front ici là, la tête ici là. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. On a amené à la clinique en haut là, à côté des pharmacies là.
On a mis les conditions pour le coup d'hier, avec pour mettre les médicaments, tout, le soin. Allons cette fois-ci dans la province de l'Ogooué-Maritime, à Port-Gentil, où des actes de vandalisme ont été perpétrés, j'y arrive, dans les établissements du premier degré. C'est du moins ce que nous rapporte Nancy Iriel Merkouna de Média Plus. C'est une situation qui ne date vraisemblablement pas d'aujourd'hui, notamment celle relative aux actes de vandalisme à l'école publique Roger Butin. Le tout dernier date de ce week-end. C'est ce matin que les enseignants et élèves ont constaté les dégâts. Depuis le début de l'année, ce n'est pas la première fois. C'est en tout cas, après le week-end, ça se passe toujours comme ça. Si ce n'est pas des matières fécales qu'on trouve dans les salles de classe, ils mettent la classe sans dessous. Tout le temps, nous vivons l'invivable ici dans l'école. Chaque fois, soit en milieu de semaine ou en début de semaine, si nous ne trouvons pas les bambous ou les morceaux de fer dans les cadenats, nous trouvons les salles cassées. Ce matin, j'arrive, je trouve le tableau. Le tableau est à terre. Et on dit les enseignants grèvent. Les enseignants grèvent comment? Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cette situation? En voilà une question qui mériterait une réponse. Moi, je pense que c'est parce que l'école n'est pas sécurisée. Déjà, il n'y a pas de logement de chef d'établissement. La barrière derrière n'est pas faite. Et puis, c'est déjà un terrain de foot, ce qui fait que même le vendredi, avant que nous partons de l'école, ils sont déjà dans l'école. Bon, on ne sait pas si ce sont les fumeurs de chambre qui viennent nous mettre ce désordre, ou ce sont les élèves, nous ne connaissons pas. Ou les parents d'élèves, on ne sait pas. Une fois, lorsqu'ils ont cassé, vous avez remarqué qu'ils ont cassé, il y a un parent d'élève qui passait. Il a vu, il disait même qu'il devait appeler les médias. J'ai dit ça nous fera du bien. Si vous, les parents d'élèves, vous pouvez vous lever à la place des enseignants. Vu l'ampleur que prend cette situation, les enseignants espèrent recevoir l'aide des bonnes volontés. Nous souhaiterons que l'école soit un peu sécurisée. Si quelqu'un peut venir, je ne sais pas, des bonnes volontés, la municipalité, parce que s'il faut attendre l'éducation nationale, ce n'est pas très évident, connaissant la situation du pays, mais au moins que la municipalité vienne aussi en aide à l'école. La première chose à faire, c'est par exemple de mettre une barrière. Il y a l'insécurité, il y a même des fous qui passent ici. Une fois, ils avaient attrapé une élève de l'école Roger Butin B qui a été violée. Nous attendons peut-être que... je ne sais pas, nous on peut pas parler aussi de l'éducation nationale, mais si les autorités de la place, monsieur le gouverneur, l'idéal, monsieur l'inspecteur, essayent de voir un peu la situation. Que ceux qui ont des oreilles entendent ces cris de détresse avant qu'un cas plus sévère ne se produise. L'opération de distribution des vignettes aux opérateurs économiques exerçant dans le domaine du transport est effective depuis le 30 mars 2017, une initiative de la mairie de Libreville en collaboration avec l'entreprise Gabon Télécom. Nos envoyés spéciaux Euphrem Biyogo Edzo et Fleury Aseondo. Seuls les véhicules à usage taxi et autres TM circulant dans la commune de Libreville, détenteurs des dites nouvelles vignettes 2017, seront habilités à exercer en toute quiétude, cela après le lancement de l'opération d'attribution et de numérotation des véhicules à usage commercial initiée à l'esplanade de l'hôtel de ville par les responsables de cette entité en collaboration avec Gabon Télécom. Pour cette circonstance, quelques opérateurs économiques dont l'expertise sur le terrain est d'autant plus avérée ont pu bénéficier de ces nouvelles numérotations, les véhicules à usage taxi, y compris les gros porteurs, dont les TM. Ça me fait plaisir d'être parmi les 16 premiers taximans de Libreville à avoir mon numéro, mon collant. Donc ça me fait vraiment plaisir. S'agissant du critère de sélection, non, ça n'a pas été choisi au hasard. C'est les premiers arrivés, les premiers à payer, les premiers quittances. J'ai été cette année, Dieu merci, j'ai été parmi les 16 premières personnes à payer ma première quittance municipale. Et ça vous a pris combien de temps avant de pouvoir bénéficier du précieux sésame? Non, trop une journée, c'était pas. Ça m'a pris trop une journée. Tout compte fait, ces heureux bénéficiaires peuvent désormais vaquer à leurs occupations. Le secteur du taxi générerait 24 000 emplois en cas de gabonisation. De quoi se demander pourquoi la gabonisation des transports en commun n'est toujours pas effective. Suivant à ce propos Pierre Parfait Mbadikoum dans ce reportage. À Libreville, la plus grande ville du pays,
Avec environ 700 000 habitants, le secteur du transport en commun est pour une part écrasante entre les mains des expatriés. Les expatriés n'ont pas un bon niveau d'éducation, donc entre clients et chauffeurs, souvent il y a beaucoup de mésententes. Pour inverser la courbe, le gouvernement fait un projet en 2009, celui de la gabonisation de la profession de conducteur de taxi, qui consiste à mettre entre les mains des Gabonais la conduite des transports en commun à travers tout le pays. Un projet qui pourrait générer 24 000 emplois sur toute l'étendue du territoire national. Le projet de gabonisation de la profession de conducteur de taxi devait fonctionner sous la forme d'une coopérative avec un système de gestion à 3 volets. Le premier, avec des mouvements associatifs légalement constitués pour se porter garant des personnes formées. Le deuxième concernant les entrepreneurs, c'est-à-dire des personnes qui veulent augmenter leur parc automobile. Le troisième, avec des particuliers capables de prendre une traite et d'effectuer ensuite le remboursement. La finalité, faire en sorte que chaque personne formée finisse par devenir propriétaire de son propre véhicule au bout de quelques mois. Mais ce projet, qui peut aider à réduire le chômage des jeunes dans notre pays, comme bon nombre de projets du gouvernement gabonais, tarde à voir le jour. 6 ans après son adoption au Conseil des ministres, ce n'est rien d'autre qu'un projet né lors de la campagne électorale du candidat Ali Bongo pour la présidentielle de 2009. À la suite de l'Assemblée générale élective du syndicat national des agents de la fonction publique et de la réforme administrative, le bureau sortant, emmené par Régis Madembe, a été reconduit pour un nouveau mandat. Reportage. Après avoir passé 2 ans à la tête du SINAFOPRA, syndicat national des agents de la fonction publique et de la réforme administrative, Régis Madembe et son équipe ont été reconduits pour un nouveau mandat de 2 ans à l'issue d'une assemblée générale élective. Le président n'a pas caché sa satisfaction, bien qu'à cette élection, il n'était opposé à aucun adversaire. Malgré un premier mandat satisfaisant dans l'ensemble, à en croire la lecture des différents bilans, le bureau du SINAFOPRA estime que beaucoup reste encore à faire. Si le premier mandat aura été consacré à la revendication, le second sera axé sur la formation, du moins en ce qui concerne les projets à court terme. Tour à tour, les membres du bureau ont été installés et renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. La grève dans le secteur de l'éducation augmente les inquiétudes de nombreux parents qui ne savent plus à quel sein se vouer. C'est du moins ce que nous rapporte Raïssa Kerian Ondo pour le compte de Média Plus. De nos jours, il semblerait que le phénomène de redoublement soit révolu à une autre époque. En effet,
Depuis plusieurs décennies, l'on constate que certains parents, pour des raisons plus ou moins inavouées, refusent de voir leurs enfants reprendre leur classe, quand bien même leurs résultats scolaires ne permettent pas leur passage en classe supérieure. Devant cet état de fait, qui favoriserait le taux d'échec scolaire, notamment dans l'enseignement du second degré, pour en savoir plus sur ce phénomène, certains responsables se sont prêtés à nos questions. Et ça fait partie un peu de l'abandon des responsabilités de la part des parents. C'est-à-dire ne suivant pas les enfants, n'étant pas près des enfants pour suivre leur scolarité. Et ils deviennent presque, disons, les esclaves de leurs enfants. Ne pouvant rien faire, alors ils sont obligés d'accéder aux désirs ou aux désirata de leurs enfants qui ne font pas l'école, et eux-mêmes aussi les parents ne suivant pas ou n'étant pas près des enfants, et ils sont obligés de recourir à cette méthode qui est vieille et qui n'est pas la bonne malheureusement. Pour ce qui est des conséquences, l'on note l'accumulation des lacunes, l'insolence envers les enseignants, l'absentéisme et des résultats scolaires qui frôlent la catastrophe. Parce que lorsqu'un enfant n'a pas fait sa scolarité normalement, et cet enfant n'a pas le niveau de la classe, et cet enfant ne pourra pas réellement bien travailler en classe supérieure. Et ce qui fait que très souvent, nous remarquons que ces gens d'enfants, ce sont ceux-là qui embêtent les professeurs une fois en classe supérieure, parce que ne comprenant pas ou ayant des trous dans son cursus, et ils accusent le professeur de la nouvelle classe que le professeur ne connaît pas, alors qu'en réalité, c'est lui qui a plutôt des insuffisances. En guise de conseil, voici ce qui en ressort. Nous avons, en début d'année, des situations, c'est les parents qui viennent nous voir pour vouloir, moyennant même parfois de l'argent, à ce que vous puissiez accepter son enfant en classe supérieure. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, lorsque les parents arrivent à ce niveau-là, c'est pour dire qu'il devient esclave de son enfant. Et alors, là, c'est un danger. Alors, c'est pourquoi nous demandons aux parents d'être près de leurs enfants et de bien les éduquer. L'apprentissage et l'effort, dit-on, sont incontestablement la clé de la réussite. Sans détourner serait courir inévitablement vers l'échec. Aussi, les élèves devraient consentir à faire des efforts pour accepter leur échec, sachant que la répétition est reine en pédagogie et permet une meilleure assimilation. Les travaux de la phase citoyenne du dialogue national se poursuivent à Akanda, au nord de Libreville, mais des interrogations demeurent sur la fiabilité des conclusions quand les conditions de participation posées par les uns ont été abandonnées. Une vue d'Arnaud Mbabokou. Depuis 3 jours, les forces vives de la nation sont réunies à Akanda dans le cadre du dialogue national inclusif et sans tabou dans sa première phase dite citoyenne. Les conclusions qui en découleront aboutiront à la réforme de la maison Gabon, sauf cas de manipulation désavouée et déguisée des uns et des autres. De l'avis de nombreux citoyens, le dialogue social pourrait être struffé d'avance. Il n'y régnerait pas un climat de sérénité, comme le seraient les participants qui ont posé les conditions de leur participation. Cette crise sans précédent qui menace dangereusement la paix et la stabilité dans notre pays exige dans l'urgence des solutions fortes pour décrisper l'atmosphère politique, notamment la libération sans condition de tous les Gabonais et toutes les Gabonaises arrêtés à la suite des dramatiques événements post-électoraux et encore détenus jusqu'à présent. La cessation des arrestations, menaces et intimidations. L'immunité ainsi que la sécurisation de tous les participants accrédités au futur dialogue politique national. La publication d'un rapport circonstancié et complet sur toutes les disparitions enregistrées au cours des 10 événements malheureux, avec la mise sur pied d'une commission internationale chargée d'établir les responsabilités civiles et pénales conformément à la résolution 40/84 des Nations Unies portant déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir. Le résultat de ces investigations devrait aboutir à la réparation morale et financière des victimes et des familles éprouvées. Ce n'est qu'à ces conditions que l'effectivité d'un dialogue politique national
pourrait prendre corps avec comme agenda des sujets à traiter. Premièrement, la dynamisation des principes fonctionnels qui passent notamment par une séparation claire des pouvoirs, la réforme de l'état de droit, les principes consociatifs. Deuxièmement, les principes organisationnels. Troisièmement, les réformes institutionnelles. Quatrièmement, les réformes des juridictions. Et cinquièmement, les réformes démocratiques. Ces conditions ont été satisfaites? Il est on ne peut plus clair, non. Participe-t-il au dialogue? On peut l'affirmer. Que s'est-il alors passé? Aurait-il abandonné cette position conditionnelle au profit de quelque chose? Si oui, laquelle? On ne saurait répondre. Mais cette ambivalence d'opposition traduirait la faiblesse que pourraient avoir les uns quand il s'agira de traiter des questions liées à l'intérêt supérieur de la nation, telles que la dynamisation des principes fonctionnels, dont de la séparation des pouvoirs, la réforme de l'état de droit, la réforme institutionnelle et les réformes démocratiques. Il importe alors aux participants d'aboutir non pas à des aménagements pour perpétuer la monarchie présidentielle, mais plutôt d'aboutir aux conclusions qui viendront affirmer la naissance d'un nouvel État. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières. Malgré l'arrivée du président Touadéra en Centrafrique, la situation reste toujours précaire. Les promesses faites depuis 2013, date de son investiture, ne sont toujours pas respectées. Suivons ce reportage de nos confrères de la presse internationale. C'était il y a un an jour pour jour. Faustin Archange Touadéra est élu président de la République centrafricaine. Sa promesse, mettre fin aux violences qui ravagent son pays depuis 2013. Aujourd'hui, il se félicite des progrès réalisés, mais reconnaît que beaucoup reste encore à faire. Il y a encore des régions, notamment le nord-est, qui est encore sous l'emprise des groupes armés, mais des groupes armés avec qui nous continuons à discuter. Mais n'oublions pas que nous avons aussi la force onusienne, la MINUSCA. Le pays sombre dans le chaos en 2013 après un coup d'État qui provoque de violents affrontements entre chrétiens et musulmans. Aujourd'hui, les zones sous contrôle gouvernemental sont sécurisées, mais 60% du pays est encore aux mains de groupes armés et les combats se propagent vers le nord-ouest. L'économie, elle, peine à se relever malgré la reprise de la croissance. 48% de la population est touchée par la faim et seuls 35% des Centrafricains ont accès à l'eau potable. Dans les rues de Bangui, beaucoup attendent plus du nouveau président. On fait le parcours de tout ce qu'il a réalisé pendant les 1 an. Je pense que le bilan est positif. On a élu le président, il a eu à signer le partenariat avec les Chinois et ils sont là en train de réfectionner le budget. Oui, l'économie commence à s'évoluer de peu à peu, mais reste le problème de l'insécurité qui règne au cours de la route. Ici, pour aller au Garamboula ou Douala pour revenir, il fallait des escortes. Auparavant, on voyageait sans escorte. Après des années de violence entre chrétiens et musulmans, le pays est désormais en proie à des affrontements ethniques, ce qui pourrait contrarier les efforts de paix. Selon l'ONU, plus de 200 personnes ont été tuées au cours des 6 derniers mois. En Europe, cette fois-ci, notamment en France, alors que les négociations visant à sortir la Guyane de la crise entre le gouvernement et la délégation des grévistes semblaient difficiles, les excuses formulées par la ministre d'Outre-mer ont permis d'apaiser la situation. Retrouvons à nouveau nos confrères de la presse internationale. Face à face de la journée, mais cette fois devant les médias. À gauche, un collectif de Guyanais d'une vingtaine de personnes. À droite, les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer, aussitôt interpellés. Dommage qu'aujourd'hui, il faille négocier pour discuter avec notre gouvernement. Dommage qu'aujourd'hui, il faille négocier pour discuter avec nos responsables, nos représentants. Nous sommes dans une démocratie représentative. Le pouvoir, il doit rester au peuple. Des applaudissements, mais l'ambiance paraît tendue, alors que le dialogue entre les deux parties reprend. Le sens de notre présence aujourd'hui, c'est de continuer le travail pour acter les mesures que nous allons prendre pour la Guyane. À l'extérieur, devant la préfecture, des centaines de personnes attendent toujours le résultat de la reprise de ces négociations. L'optimisme semble revenir. On espère que ça portera ses fruits. Mais nous attendons, ça fait un moment que nous attendons, nous n'avons rien. Donc on sait quoi? Moi, je reste optimiste et j'espère que ça va bien se passer surtout et que ça va bien se passer. Les choses avaient pourtant bien mal débuté quelques heures plus tôt.
lorsque le collectif guyanais, après 3 quarts d'heure de discussion, claque la porte en raison de l'absence des médias. Nous ne pouvons pas nous amuser à traiter tout en catimini. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Nous préférons partir puisque vous n'êtes pas là. Pour les ministres, au contraire, la négociation doit se tenir à huis clos. Un cadre de travail républicain suppose que nous puissions nous parler les yeux dans les yeux, nous parler en confiance et rentrer dans le fond des choses. Une première journée de discussion chaotique, alors que le conflit social a commencé il y a maintenant 10 jours. Au volet sport de cette édition d'information, certains footballeurs gabonais brillent par des comportements déviants qui auraient pour origine la baisse des primes de ces derniers. C'est du moins ce que nous rapporte Mosconi Ngonba. En l'absence de plusieurs cadres de l'équipe, Didendon et les siens ont su limiter les dégâts après leur sortie prématurée lors des phases de poule de la CAN organisée à domicile. C'est par une sortie quelque peu réussie des Panthères avec une équipe diminuée à près de 75% d'une revue d'effectifs, avec l'absence de Pierre Obam, Mario Lemina, Ekole Manga et bien d'autres. Face à cette équipe de la Guinée-Conakry, le meilleur joueur gabonais de la précédente CAN est encore illustré. Un match peu convaincant au terme de la rencontre où les deux équipes se sont quittées sur un score de parité de 2 partout. Qu'est-ce qui s'est donc passé au lieu de regroupement des verts jaunes et bleus? De sources sûres, c'est pour une affaire de primes baissées et quelques blessures simulées par certains cadres que cette équipe a évolué avec près de la quasi-totalité des joueurs titulaires absents. N'y a-t-il pas lieu de s'arrêter un moment? Car il nous paraît judicieux de mesurer le chemin parcouru tout en traçant les perspectives. Car le football aujourd'hui se trouve tête baissée, figure fermée et yeux larmoyants. Les salaires revus à la baisse, plusieurs mois impayés, des forfaits enregistrés. Résultat, les convocations ont été remises aux joueurs pour avoir manifesté leur mécontentement en organisant des sittings au domicile de certains présidents des clubs qui jusqu'à présent tiennent mordicus et disent ne devoir personne. Doit-on dire que le passage du professionnalisme est l'importante réforme opérée au profit du football d'élite? Disons que cela s'est passé tout simplement dans la précipitation. Les responsables de cette situation sont connus de tous. Drapés dans l'indifférence, les joueurs et encadreurs de ces équipes abusées et maltraitées jettent un regard vers la justice gabonaise afin qu'elle règle une bonne fois pour toutes ce problème qui n'a que trop duré. Nous bouclons ce journal avec la rubrique consacrée à l'expression libre à travers la question « Qu'est-ce qu'un hermaphrodite ?» Tentative de réponse. La poitrine, on dit pas un homme, on dit une femme qui a 2 sexes. Aucune idée. Sachez simplement qu'un hermaphrodite est quelqu'un qui est à la fois mâle et femelle. Sur ce, nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. J'aurai le même plaisir à vous informer demain à la même heure. Au revoir.